Je vais vous rappeler juste peut-être une interview que vous arriverez à retrouver, si vous mettez bien les images chocs pour votre générique là. Il ne faut pas avoir peur ou des choses comme ça. C'est Marisol Touraine passant la main à Agnès Buzyn pour le ministère de la Santé et qui la regarde dans les yeux en disant « Agnès, il y a une chose importante, une seule chose, la vaccination des enfants !» Et là, quand vous la voyez dire ça avec son air complètement cinglé, vous dites « c'est une chose à aller discuter ». Effectivement, on a dû changer de salle parce que la salle qui nous a accueillis a reçu des pressions. Je pense que la pression principale est venue du fait qu'on avait invité 2 intervenants américains qui sont liés au Children's Defense et donc qui est une association qui a été cofondée par Kennedy, qui est aujourd'hui le ministre de Donald Trump. Et donc il y a une forme d'association politique, c'est-à-dire que d'un seul coup vous faites venir des gens du Children's Defense qui sont donc des proches de Kennedy, qui est au gouvernement de Trump, donc c'est un mouvement trumpien. Enfin, vous voyez, c'est ce sorte de logique de tiroir qu'on a subi. Eh bien, je pense qu'il n'est vraiment jamais trop tard si l'on s'engage sur un chemin de guérison pour ces merveilleux enfants. Beaucoup de ces enfants ont été marginalisés et ostracisés par la société. Il est grand temps que nous les reconnaissions. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation, la chaîne qui va là où personne ne va et qui pose des questions que personne ne pose. Nous sommes ici dans Paris avec les enfants d'Hippocrate, grosse association présidée par Dr Fouché et Martin Loisillon. Aujourd'hui, le gros sujet est les troubles autistiques et neurocomportementaux, état des lieux et perspectives, avec comme invité d'honneur le professeur Brian Hooker et Marie Hollande qui viennent des États-Unis, spécialistes justement des questions autistiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'autisme qu'auparavant? Qu'est-ce qui fait l'autisme? C'est quand même des sujets excessivement importants. On va les voir, on va en discuter, on va parler avec eux, ils vont nous donner des réponses. Allez, venez avec moi. Dis-moi, les enfants d'Hippocrate devaient à la base faire une réunion dans un autre endroit, et comme visiblement cette question gêne les pouvoirs publics, vous avez dû déménager. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'il y a omerta, volonté de censure? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est une réalité pratique que beaucoup de réunions en gros sont empêchées, souvent par des groupes d'Antifa. Pour par exemple les conférences que je peux faire, des groupes locaux d'Antifa vont Antifa pas pour aujourd'hui, mais vont aller menacer l'organisateur de la réunion ou la personne qui loue la salle, vont prévenir les journaux locaux et les partis de gauche, mais alors on est dans la gauche bien pensante, avec un accent circonflexe, pour dire voilà, c'est des dangereux extrémistes qui viennent raconter n'importe quoi. Et puis souvent vont menacer pour qu'il y ait une suspicion de trouble à l'ordre public. Et en cheville avec les gendarmes vont venir voir l'organisateur en disant « Ah, mais il y a quand même un risque de trouble à l'ordre public, ce serait bien que vous annuliez. Sinon, on va être obligé de faire un décret, un arrêté préfectoral. » Et ensuite, il peut y avoir le préfet qui joue. Donc ça arrive tout le temps. Et la plupart du temps, on arrive à trouver quand même un endroit où aller. On voit aussi que dans cette boucle de diffamation, de dégradation et de tentatives d'empêchement de la liberté d'expression et de la pluralité du discours public, au fond d'empêchement de la démocratie, les journaux locaux sont en charge. Ouest France, tel ou tel truc à tel endroit, l'Est républicain, à chaque fois publie des articles diffamatoires. Pour vous donner un exemple, pour moi, à titre personnel simplement, en 5 ans, il y a eu plus de 340 articles diffamatoires sur mon nom, disant que je serais un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite. Attendez, 340 articles, c'est presque un tous les 5 jours ou tous les 7 jours. Wow. Pourquoi on pose tant de problèmes? Parce qu'on vient discuter d'un sujet qui est au cœur de notre société et qui va s'inviter à la table de toutes les discussions d'ici les 10 prochaines années, qui est celui de l'autisme en l'occurrence, mais pas que de l'autisme. Pourquoi? Parce qu'on commence à être déterminé, organisé, méthodique et qu'on est capable de changer les choses dans la matière. Ça aussi, c'est embêtant. Ça voudrait dire qu'on pourrait proposer des choses qui marchent dans l'autisme. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne marche pas, à maintenir cette manne de 680 millions d'euros qui vient dans leur association. Et donc, en l'occurrence, il y a un mail d'un corbeau qui a dit que Brian Hooker était un dangereux Trumpiste, que Mary Holland, la patronne de CHD, était une dangereuse désinformatrice d'extrême droite, que nous, on allait proposer des choses dangereuses pour les autistes qui étaient non validées par la science. Attendez, ça a toujours été pareil pour les prises en charge.
Il y a la science, puis il y a l'expérience clinique, puis il y a l'expérience des familles. Et tout ça, ça doit être mis ensemble. Et donc on est face à des gens qui sont comme scientistes, qui ont une religion dogmatique de la science. Il y a une inquiétude avec ce qui se passe aux États-Unis de systématiquement associer l'autisme aux campagnes vaccinales. Donc peut-être que c'est ça qui effraie les gens. Mais c'est un sujet intéressant pour nous là au niveau des enfants d'Hippocrate. D'abord parce que ça nous permet de nous mettre en lien avec différents spécialistes dans le domaine de la santé, aussi bien du comportement que des enfants. Et puis ce qu'on a vu déjà ce matin à partir des différentes interventions, c'est que finalement les autistes sont des individus très sensibles. Peut-être cette augmentation d'autisme ou même des troubles neurocomportementaux auxquels on assiste est peut-être une sorte de thermomètre pour nous. Et en fait, on est tous concernés, même si vous n'êtes pas autiste. Et c'est ça qu'on découvre à travers les différentes interventions qu'il y a eu, c'est que l'évolution de l'environnement joue sur l'évolution des plus jeunes. Et les autistes, finalement, sont un marqueur fort. Donc, je pense notamment, moi, là, en parlant aux écrans, ça a été la chose de cette dernière décennie. En fait, c'est l'arrivée générale des écrans. Tout le monde en a, même les petits. Et ils avaient commencé à apprendre à compter aux enfants avec les écrans à l'école. Ils apprenaient très très vite. Mais ils se sont rendus compte qu'ils développaient des comportements autistiques dans le sens où ils avaient un peu les mêmes réactions que d'enfants qui étaient autistes. Traditionnellement, la médecine conventionnelle est passée à côté en ce qui concerne l'autisme. Ils n'ont jamais vraiment pris le temps de comprendre cette condition particulière, ni de chercher à comprendre les enfants et les âmes qui se cachent derrière cette condition. Je pense sincèrement qu'il y a eu un effort collectif et concerté pour chercher les solutions à l'autisme, ainsi que la cause profonde de l'autisme au mauvais endroit. Et je crois fermement que, pour que la science progresse, nous devons explorer pleinement toutes les théories de causalité, même si elles sont très impopulaires. Brian Hooker, qui est là et qui a un fils autiste, qui a 27 ans maintenant, qui a déclaré ses troubles autistiques à 15 mois. Brian est un scientifique, un PhD, pas un médecin, voilà. Et Brian nous a vraiment expliqué toutes les possibles causes. Je rappelle que Robert Kennedy, aux États-Unis, en fait, s'était lancé dans ce défi au mois de septembre en disant on va évaluer toutes les causes possibles qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'autisme. Et donc Brian nous a bien expliqué que, bien sûr, il y a tout ce qui est environnemental, donc que ce soit l'air, l'eau, le sol et la nourriture qui est directement en lien avec notre microbiote intestinal et l'axe intestin-cerveau dont il a très bien parlé. Et ça nous permet de faire le lien avec les travaux de Sabine Azan, spécialiste du microbiome, qui travaille sur l'autisme avec des transplantations donc de microbiote, des transplantations fécales que Brian d'ailleurs connaît, parce qu'en fait on se rend compte que, je le dis toujours, nous sommes, dans notre corps, nous avons plus de bactéries que de cellules. Et elles sont gentilles. Le microbiome, c'est l'ensemble de nos microbiotes intestinal, cutané, oropharyngé, pulmonaire, cardiaque, vaginal. Et en fait, nous devrions en permanence penser à être un hôtel 5 étoiles pour ces petites bactéries. Or, nos modes de vie, que ça soit à notre insu ou que ça soit parce qu'on n'y pense pas, font que nous les empoisonnons régulièrement. Effectivement, on parle d'autisme et de troubles neurocomportementaux et ça pourrait être un sujet pas très sexy pour la plupart des gens. Or, il se trouve qu'il est en train de se produire aux États-Unis comme en Europe une sorte d'épidémie de ces troubles-là. Actuellement, aux États-Unis, il y a un enfant sur 31 qui naît avec un trouble du spectre autistique. En Californie, c'est 1 sur 19. Dans les populations afro-américaines, c'est un enfant sur 3. Et donc là, on est face à une vague énorme que nous sommes en train de nous prendre en pleine figure avec une sorte de déni collectif en Europe. Mais si vous interrogez les institutrices, les responsables de crèches, etc., elles vous expliqueront que là, il y en a de plus en plus qui sont quand même pas exactement normaux. « 25% d'en gros des troubles du spectre autistique sont des autistes non parlants,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas communiquer avec leur entourage, qui ont des encoprésies, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propres parfois pour certains d'entre eux. Ça c'est pas sexy, c'est pas désirable, il faut y faire quelque chose. Il faut soigner, il faut prendre soin de ça. Il faut arrêter de faire semblant que on ne va pas réfléchir sur le problème, c'est une nouvelle normalité et que c'est de la neurodiversité. Et vous voyez en gros dans le champ des troubles du spectre autistique exactement les mêmes discours que dans les dysphories de genre. Où tout le monde est non-binaire, intersexe ou je sais pas quoi. Exactement, et on ne cherche pas à comprendre pourquoi ou s'il y aurait quelque chose à y faire. On cherche au contraire à donner à montrer un côté un peu sexy, au fond, un peu à la mode de pouvoir être comme ça chez nos jeunes. Mais il y a quelque chose à comprendre. Et ce quelque chose à comprendre, c'est très intéressant parce que l'autisme nous montre, au fond, tout plein de causes environnementales liées à notre civilisation. C'est une maladie de civilisation, au même titre que le diabète, l'obésité. C'est lié à notre mode de vie. À notre mode de vie, ça veut dire quoi ? Comment on mange, comment on relationne, comment autour de nous il y a de la toxicité, des perturbateurs endocriniens, des toxiques, des polluants éternels. Vous savez, ces PFAS dont on parle sont à la fois dans nos habits, dans les sols, etc. Comment est-ce que dans les pluies qui nous arrosent, on retrouve du glyphosate, du Roundup, des perturbateurs endocriniens. Au fond, ça nous parle de tout ça, parce que tout ça fait partie des facteurs de risque qui concourent tous ensemble de manière multifactorielle à faire que ces troubles du spectre autistique puissent surgir. Le système qui se construit n'est pas fait pour l'individu, c'est l'individu qui doit s'adapter à ce système. Et nous, on essaie de proposer l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un système, que ce soit en termes de santé, mais dans d'autres domaines, qui doit s'appliquer à tous les individus. La diversité est trop grande, et en termes de santé, on se rend compte, chaque autiste, en fait, on se rend compte que c'est une forme d'autisme. Chaque enfant autiste, et après adulte autiste, va avoir un parcours particulier. On se rend compte que c'est la même chose avec les cancers. Et donc, que ce système dans lequel on est, qui veut un formatage tel qu'il faut que, presque c'est mondial à la fin, quand vous regardez l'OMS, à un moment donné, il va y avoir des protocoles mondiaux pour la santé. Et en fait, ça marche sur le papier, ça marche dans un bureau, dans un ministère, dans une technocratie, mais ça ne marche pas dans le réel. Il y a beaucoup de parents qui ont des enfants autistes. Vous-même avez un enfant autiste. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement à ces parents ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui lorsqu'on a un enfant autiste ? Avec votre merveilleux enfant extraordinaire, vous devez toujours présumer de ses compétences. L'autisme est avant tout un trouble de la coordination motrice et de la planification motrice. Il ne s'agit absolument pas d'un handicap cognitif. Ce n'est en aucun cas une forme d'affaiblissement de l'intelligence. En fait, la plupart du temps, c'est exactement le contraire. Il faut qu'on redevienne ce que Louis Fouché appelait des gardiens du vivant, mais c'est ça. On dit souvent l'homme est un loup pour l'homme. Non, l'homme est un loup pour le vivant. Parce qu'en fait, c'est un équilibre précieux qu'il fallait préserver et on a tout foutu en l'air. Comment se fait-il que les personnes ayant des troubles autistiques soient autant mis de côté, qu'on ne les comprend pas ? À l'époque même, on parlait de sorcellerie. Est-ce que à ce niveau-là, dans cette mentalité, on a évolué ? Est-ce que je vois aussi que l'école met de côté tous ces mômes ? Voilà. Est-ce qu'on fait des progrès sur ces questions ? En France, pas tellement. Moi, je vois beaucoup de parents. Les pauvres sont en fait peu ou mal accompagnés et ils sont assez désespérés parce que plus l'enfant grandit, suivant le trouble autistique dont il est atteint, plus l'enfant grandit, plus par exemple il peut être violent. C'est le cas de notre ami bot officiel de Raoult avec Linval, son fils, sur Twitter. Donc ça c'est un cas particulier, mais voilà. Et puis il n'y a plus de structure pour les accueillir. Donc les parents ne peuvent plus un petit peu souffler. Et puis maintenant, vu ce qu'on voit dans certaines structures, les parents, en fait, peuvent avoir une certaine appréhension, un certain manque de confiance, et c'est compréhensible. Des pouces, des partages, des abonnements, créez le débat. Abonnez-vous, GPTV Investigation, je vous regarde. Vous avez plein de familles qui viennent témoigner, qui inventent des prises en charge, des façons de faire, qui sont très ciselées, très artisanales, très propres à chaque personne. Parce qu'on redécouvre avec l'autisme qu'au fond, il n'y a pas un protocole qui va marcher pour tout le monde une fois pour toutes. Mais ça, c'est la base de la médecine. Hein. Le patient, c'est pas une maladie. Le patient, c'est une maladie avec sa vie, ses relations, son histoire personnelle, son terrain, etc. Et évidemment, c'est toujours artisanal.
Mais on est rentré dans cette ère transhumaniste, algorithmique, cybernétique qui chercherait à un problème, une solution. Non. Un problème, une situation et plein de solutions différentes. Il se trouve que les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'autisme ont changé cette année, dans les suites d'un grand plan sur les troubles du neurodéveloppement en France, financé à hauteur de 680 millions d'euros, et qui veut chercher des nouvelles prises en charge, des façons d'améliorer les choses, parce que pour beaucoup de parents, jusqu'à aujourd'hui, quand on leur annonce votre enfant a un TDAH ou a un autisme ou un truc comme ça, en gros c'est une condamnation. On leur dit c'est comme ça, et voilà, ça bougera pas, bonne chance. Et au mieux, vous pourrez le bourrer de médicaments pour essayer de le calmer, mais de toute manière, il n'apprendra pas grand-chose, ça restera un tocard. Là, nous, on vient essayer de faire mentir ça dans les suites de ce plan national sur les troubles du neurodéveloppement. Alors évidemment, sur les 680 millions d'euros, vous imaginez bien qu'on a touché zéro. Comme toujours. Et donc, on se demande un peu où va cet argent. Et on sait Il va où ? Il va vers des associations qui ont pignon sur rue et qui maintiennent une idéologie dominante autour de l'autisme. Il y a deux choses, quoi. Je pense qu'il faut accepter les autistes non pas simplement comme des malades à mettre de côté, parce qu'en fait ce sont des individus très sensibles et qui finalement perçoivent le monde à peu près comme vous et moi. En fait, c'est plutôt la partie extériorisation qui est différente. Par contre, il ne faudrait pas avoir le phénomène inverse qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'établissements, où en fait on veut absolument intégrer dans un cursus normal des enfants qui sont différents, et là c'est au détriment du cursus général pour les enfants. Le terme de syndrome d'Asperger n'est plus employé officiellement dans la 5e édition du DSM. Le terme a été abandonné, mais par le passé, les enfants atteints du syndrome d'Asperger avaient tendance à présenter une forme moins sévère, à avoir plus de langage et de parole, et simplement moins de problèmes, moins de comorbidités. On a l'impression aussi qu'en France, le parent pauvre, c'est l'enfant. Dans le sens où il y a de moins en moins d'investissement qui se fait en faveur des enfants. Il faut dire les choses. Quand il se passe quelque chose avec des enfants, on met de côté, on ne veut pas savoir. L'école déjà aussi, on investit de moins en moins, on essaye de les abrutir. On leur apprend aussi l'éducation sexuelle. En fait, voilà, l'enfant est le parent pauvre des pouvoirs publics, de l'investissement public. Ça, j'imagine que tu te rends compte de ça. Tu es beaucoup plus jeune que moi, donc moi tout ça c'est... T'es beaucoup plus jeune que moi. Moi, tout ça, c'est quelque chose que je vois depuis 40 ans et j'ai pas du tout la même lecture que toi avec la même paire de lunettes. L'enfant, en fait, c'est une cible. C'est une cible. Cible de qui ? Et pourquoi ? C'est ça aussi. Bon, on va pas faire plus complotiste que complotiste, mais on va quand même rester factuel. Depuis Mitterrand, on a donné de plus en plus de pouvoir aux enseignants. Et au contraire, et puis d'ailleurs maintenant l'école est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, avant c'était 6. Donc à partir de 3 ans, en fait, l'enfant c'est la propriété de l'État, quoi, en gros. Parce qu'en même temps, on a complètement préempté la fonction éducative qui revient aux parents. Donc du coup, l'école est déchargée à la fois d'instruire et à la fois d'éduquer. Résultat, ils ont échoué et c'est pire que tout dans les deux. Ces recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont changé. Et ça, c'est très intéressant. Parce que dedans, il y a déjà l'idée que ces personnes autistes doivent être regardées différemment de ce qu'on faisait avant. Effectivement, vous voyez quelqu'un qui se tient comme ça, ça fait peur. Ça fait peur et il va se faire peut-être moquer, railler à l'école. Peut-être on va rien lui apprendre, on va considérer que c'est un tocard par défaut. Alors même que non, ce sont des personnes qui ont une sensibilité, une compréhension du monde qui est peut-être même encore plus fine que la nôtre. Et on s'en rend compte chaque fois qu'on arrive à leur donner la parole ou à les faire communiquer. C'est qu'ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et ça vient nous questionner profondément parce que c'est notre relation à eux qu'il faut revoir. Voilà, nous étions donc ici avec les enfants d'Hippocrate pour parler d'autisme. Vous avez pu voir des intervenants américains, français, des grands spécialistes d'autisme. Ils ont pu dire des choses parce que voilà, l'autisme, c'est visiblement le parent
pauvres ici en France. On ne veut pas en parler, c'est omerta sur l'autisme, surtout, voilà. N'en parlez pas, n'en parlez jamais, de toute façon c'est omerta, surtout dans ce pays. De plus en plus d'enfants sont atteints d'autisme. C'est important que les parents sachent qu'il y ait de la prévention. Et nous, GPTV Investigation, on est aussi là pour ça, pour informer sur les grands sujets de société. Donc je remercie les enfants d'Hippocrate, je remercie Martin Loisillon, je remercie Dr Louis Fouché et ses intervenants. Ils ont pu nous expliquer énormément de choses et nous dire sur quel paradigme était le gouvernement français. Visiblement, c'est celui de sacrifier nos enfants. Nos enfants sont les parents pauvres, ils sont là en sacrifice, c'est comme ça. En tout cas, continuez à regarder, créer le débat en commentant, dites-nous ce que vous en pensez, peut-être vous-même vous connaissez peut-être même ça aussi chez vous, donc continuez à écrire, partagez massivement et puis abonnez-vous à GPTV Investigation.